Merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons donc une longue journée de colloques. Ce colloque prolonge le cours que j'ai donné ici cette année sur la question du talent. De talent mathématique, la France ne manque pas. C'est même l'un de ses fleurons dans la recherche scientifique et dans la compétition mondiale. Nous y reviendrons quand nous aborderons à de multiples reprises l'exploration de la production, des carrières, des publications. Les mathématiques fascinent certainement parce que les faits et aussi les légendes associées au phénomène du génie y sont présents et bien saillants. Il y a la précocité des carrières, il y a l'intensité des compétitions de tous ordres. Par exemple, les lauréats des Olympiades de mathématiques, dont j'ai entendu parler ici par mes collègues Alain Cohn et Pierre-Louis Lyons ou Claire Voisin, pour évoquer à leurs collègues quelques signaux de l'excellence précoce d'un candidat possible. Il y a les mécanismes mystérieux de l'invention et de la créativité. Nous devons à Henri Poincaré un fameux récit sur sa découverte de l'importance de la géométrie non euclidienne dans ses travaux sur les fonctions qu'il appela fuchsiennes et dont Jacques Hadamard, qui fut professeur ici aussi, a livré une analyse plus détaillée ensuite. Il y a le style dans le travail mathématique, une notion sur laquelle nous reviendrons aussi, qui a été bien explorée par un de nos collègues, Gilles Gaston Granger, philosophe, et puis le style mérite une esthétique, et aussi peut-être une sociologie, non moins qu'une philosophie de la connaissance. Il y a chez les mathématiciens des vies inachevées, celles d'Évariste Galois, dont nous parlerons, ou qui sont situées presque hors du monde, comme celle d'Alexandre Grothendieck, à qui Alain Cohn avait rendu hommage ici, ou d'Andrew Wiles, qui travaillait dans son grenier à Princeton pour démontrer le théorème de Fermat, ou alors Grigory Perelman, qui refuse la médaille Fields et vit reclus dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. Mais il y a aussi les vies fécondes, et les mathématiciens et la mathématicienne du Collège de France en donnent de grands exemples. Il y a aussi le constat étonnant de la faible féminisation de la discipline, qui requiert une attention croissante au moment où la réussite dans les études supérieures, dans la plupart des disciplines, est plus féminine que masculine. Les mathématiques ont aussi figuré parmi les épreuves conçues pour détecter et classer les talents militaires, lorsque la Révolution abolit la transmission héréditaire des privilèges et ouvrit les carrières aux talents, comme dit l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et l'école polytechnique en est issue directement. Mais nous verrons aussi à quel point les rouages de la compétition et de la sélection sont réglés pour organiser et distribuer les carrières dans la République des concours et de la méritocratie des talents. Bref, les mathématiques ont de quoi intriguer. J'ai, je crois, évoqué la plupart des sujets que nous allons traiter dans cette journée, et il est maintenant temps d'écouter les collègues qui ont accepté de participer à ce colloque et que je remercie chaleureusement. Et je suis heureux de donner maintenant la parole à mon collègue éminent, Pierre-Louis Lyons, pour la présentation qui aura cette journée. Pierre-Louis a obtenu la médaille Fields en 1994 et après avoir été professeur à Dauphine, il a été nommé au Collège de France en 2002 sur la chaire Équations aux dérivées partielles et applications. Il a aussi développé la théorie des jeux à champ moyen, un des sujets de conversation que nous avions eus quand j'étais moi-même candidat. Et il a des collaborations avec des économistes, ça ne m'a pas échappé, sur le versant de ses applications, des applications de ses recherches. Je lui donne tout de suite la parole. Merci Pierre-Michel pour ces gentils mots. En fait, cette journée, Pierre-Michel, comme vous le savez tous, a organisé cette journée et m'a ensuite demandé de me greffer dessus. Donc ne vous étonnez pas si je suis passablement hors sujet, avec un titre un peu bizarre. Comment et pourquoi faire des mathématiques en 2018 ? Quelques éléments personnels de réponse. Le quelques éléments personnels de réponse est un point auquel je tiens énormément, parce que ce sont des questions, des remarques que je vais faire sur les mathématiques aujourd'hui, qui sont tellement variées, avec des profils de mathématiciens tellement variés, que les réponses peuvent également varier d'un mathématicien à l'autre. Et je vous engage à toujours vous méfier de quiconque parle au nom des mathématiques ou au nom des mathématiciens. Parce qu'en général, déjà, on commence par oublier tous les mathématiciens qui ne sont pas à l'université et au CNRS, et Dieu sait s'il y en a
que ce soit dans l'industrie, que ce soit au CEA, à l'école des ponts, etc., etc., etc. Donc, attention, les mathématiques, les mathématiciens, c'est très, très varié, c'est très compliqué. Je vais donc vous parler un tout petit peu de pourquoi, un tout petit peu de comment, je vais être assez bref, mais auparavant, il me paraît nécessaire, et voire utile, de préciser comment je me situe par rapport aux mathématiques, d'où un certain discours, et comment je me situe dans les mathématiques. Peut-être une anecdote auquel tous les mathématiciens, vous voyez, je commets le péché que tous les mathématiciens, ça veut dire moi et quelques autres. Tous les mathématiciens ont été, je pense, confrontés à cette situation. On est dans un train, on est dans un avion. Comme on est matheux, passablement obsessionnel, on sort immédiatement de quoi gratter, et puis on alterne les phases d'une sorte de méditation, les yeux perdus dans le vide, et d'activité fébrile où on note des formules plus ou moins ésotériques. Évidemment, la plupart du temps, au bout d'un certain temps, il faut quand même, il y a de la politesse, la réserve naturelle des gens, aux États-Unis ça va plus vite, mais fait que la question surgit. Mais qu'est-ce que vous faites? Et donc là, on répond sur un ton, enfin moi personnellement, je réponds toujours sur un ton presque comme si je m'excusais. Oui, je suis désolé, je fais des maths. Et là, on a deux réactions, et ça fait référence, je crois, à ça. C'est un exemple qui montre bien les questions que tu posais. On a en général deux réactions. Dans l'immense majorité des cas, c'est « je n'ai jamais rien compris aux maths ». Et dans quelques cas, c'est « j'ai toujours aimé les maths ». Mais il n'y a rien entre les deux. Il y en a pas, je ne sais pas, on pourrait s'attendre à « bon, très bien, ben moi je joue au tennis ». Non, on n'a rien entre les deux. C'est bon ou non. Soit j'ai rien compris, et avec quelquefois une certaine pointe de fierté, l'air de dire « je m'en suis quand même tiré », et soit c'est j'ai toujours adoré ça. Donc moi, je réponds dans les deux cas de figure, ça marche, moi non plus. Donc j'ai jamais rien compris aux maths et j'ai toujours adoré ça. Alors maintenant, je ne peux pas résister à faire cette petite observation, il y a une nouvelle réaction qui s'est greffée, c'est « est-ce que vous connaissez Villani? Vous êtes mathématicien, est-ce que vous connaissez Villani ?» Alors, je dois dire que là, je me rengorge, je dis oui, d'ailleurs, ça a été un de mes anciens élèves de thèse, et là, tout d'un coup, on sent mon prestige remonter. Bon. Cela dit, venons-en un tout petit peu à ces histoires de mathématiques. Il y a une première chose, c'est presque un théorème que je vais vous démontrer oralement. Il est en deux parties. Personne ne comprend rien aux maths, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est personne ne sait rien en maths. Chacun d'entre nous, on ne sait rien en maths, y compris des mathématiciens. Alors, pour démonstration, c'est un bien grand mot. Je vais m'abriter derrière mon héros, et je dirais que c'est presque arrogant de le déclarer mon héros. C'est quelqu'un pour lequel je voue la plus grande admiration, à savoir John von Neumann. Certainement, nombre d'entre vous ont entendu parler de John von Neumann, mais laissez-moi quand même vous rappeler quelques éléments de la vie, et surtout des accomplissements scientifiques de John von Neumann. Donc, John von Neumann démarre en logique et théorie des groupes. Il va inventer au cours de sa vie tout un tas de théories absolument cruciales en mathématiques et cruciales pour les applications des mathématiques. Qu'est-ce qu'il invente? Il invente une formulation mécanique de la mécanique quantique. Ce sera les algèbres de von Neumann, d'ailleurs, dont la classification a valu à notre collègue Alain Cohn la médaille Fields. Il invente, c'est un des pionniers de la théorie ergodique. Il invente la théorie des jeux. Il faudra à peu près 20 ans pour que les gens réalisent l'importance des découvertes de von Neumann. Il s'intéresse au flow et à l'aérodynamique. En fait, il est consultant pour la US Air Force. Il va être un des éléments clés dans le projet Manhattan, de la construction de la bombe
aux États-Unis. Il réalise que pour l'aérodynamique, pour ces équations extrêmement complexes, non linéaires, etc., et pour les instabilités hydrodynamiques liées à la bombe, on a besoin de faire d'énormes calculs. Donc, comme le dit un des autres héros, Peter Lax, il invente les ordinateurs. Oui, John von Neumann n'a pas vraiment inventé les ordinateurs, mais il a synthétisé les idées de logique qui président encore à l'organisation interne des ordinateurs que nous utilisons aujourd'hui. Donc, ce n'est pas complètement faux de dire qu'il a inventé les ordinateurs. Donc, vous voyez le monstre. Capacité analytique, calculatoire phénoménale, mémoire édétique, capable de réciter des livres entiers. Il fallait qu'on l'arrête à la 150e page, tout le monde en avait marre. Donc, voilà le monstre. Donc, von Neumann a dit, sur la première affirmation de mon énoncé, personne ne comprend rien en maths, il a dit « on ne comprend jamais les maths, on s'y habitue ». C'est pas faux. En fait, on s'approprie, on se forme une image mentale. C'est peut-être pas spécifique aux maths, d'ailleurs, cette phrase. On pourrait peut-être l'appliquer à beaucoup de domaines de la connaissance. Mais en tout cas, c'est particulièrement exacerbé, me semble-t-il, dans les mathématiques. Premier point. Deuxième point, personne ne sait rien en maths. Donc là, ma démonstration va reposer sur une autre anecdote qui concerne également von Neumann. On demande à la fin des années 20, à von Neumann, combien de maths savez-vous? John von Neumann répondait instantanément à n'importe quelle question. De toute façon, il y avait déjà réfléchi. Donc, il répondit instantanément 28%. Donc, au-delà de la plaisanterie, cela veut dire que un des cerveaux, pour moi, le cerveau le plus puissant, en tout cas en maths, du XXe siècle, ne prétend pas connaître plus d'un quart des mathématiques à la fin des années 20. Depuis, les mathématiques ont explosé et nul d'entre nous n'est von Neumann. Donc, si un mathématicien professionnel sait 1% des mathématiques, juste pour donner un ordre de grandeur, c'est déjà un monstre. Donc, vraiment, les mathématiciens, et d'ailleurs, c'est une expérience, je vois Claude Viterbo qui interviendra plus tard, c'est une expérience que nous avons régulièrement dans des exposés. Un mathématicien se lève, vient faire un exposé en disant c'est un exposé non technique. Au bout de 5 minutes, je ne comprends plus rien. Donc, tu confirmes, Claude. Bon. Donc, je ne suis pas le seul, ça pourrait être moi. Oui, ça peut être même plus rapide que 5 minutes. Donc, effectivement, cet aspect d'extraordinaire variabilité, de connaissances infimes. Alors, quand on dit combien de maths connaissez-vous, c'est aussi un petit peu trompeur. Parce que quand on dit connaître un sujet en mathématiques, c'est vraiment le maîtriser, le posséder. Ce n'est pas simplement une connaissance un peu superficielle d'un domaine des mathématiques. Donc, les mathématiques, d'ailleurs, deuxième, je me situe aussi par rapport aux maths, les mathématiques, c'est au pluriel. D'accord? Et là, je m'arrête, je prends mon temps. C'est au pluriel parce que les mettre au singulier est d'abord un contresens historique, et en plus, je me méfie beaucoup des singuliers. Le roi, le machin, la loi. Je préfère nettement les pluriels. Et car des mathématiques, il y en a de toutes sortes. J'ai déjà indiqué au début qu'il y avait des mathématiciens de toutes sortes et dans toutes sortes de lieux, mais les mathématiques sont extrêmement variées et je reviendrai sur ce sujet-là. Je voudrais aussi tordre le cou à cette classification mathématique pure, mathématique appliquée. Ça n'a absolument aucun sens. Mathématiques théoriques versus mathématiques appliquées. Encore si mathématiques appliquées a un sens, le reste n'a aucun sens. On pourrait peut-être parler de mathématiques classiques, comme on parle de musique classique. Mais en fait, il y a les mathématiques. Ce n'est pas la mathématique, ce n'est pas les mathématiques pures et les mathématiques appliquées, c'est les mathématiques, me semble-t-il. Et simplement, il y a des motivations, des mentalités qui peuvent varier d'un individu à l'autre,
ou qui peuvent aussi varier au cours du temps. C'est-à-dire que le même individu, et j'en fais certainement partie, peut à certains moments réfléchir vraiment comme un mathématicien classique, ou à d'autres moments comme un mathématicien appliqué, et j'évoquerai ce point-là. Von Neumann, autre petite remarque, incarne également à merveille les mathématiques telles que je les conçois ou telles que je les aime, c'est-à-dire des mathématiques qui sont ouvertes sur les autres domaines scientifiques, technologiques, etc., etc. Ouvertes, essayant de se rendre utiles, avec toute l'humilité qui est absolument nécessaire pour les connaissances qui ne sont pas stricto sensu mathématiques, que les collaborateurs, que les gens que l'on essaie d'aider ont. Et donc cette humilité indispensable dans les applications des mathématiques, hein, c'est tellement dur, c'est tellement complexe que soyons modestes. Et des mathématiques, donc j'insiste sur le pluriel et j'insiste sur cette notion d'ouverture, sans du tout nier le fait que on a aussi besoin des mathématiciens pour développer les outils, pour, si on pense aux mathématiques comme un outil, pour développer ces outils et pour développer ce champ de connaissances dans une logique purement interne. Pour moi, une petite remarque également, à nouveau, hein, je suis en train de vous expliquer comment moi je fonctionne dans les maths. Pour moi, les mathématiques sont une construction du cerveau. D'accord ? C'est un débat. C'est un débat qui a eu certaines traces. Mon collègue Alain Code était d'un avis radicalement opposé. Il y a eu un livre célèbre opposant le point de vue de Changeux, qui évidemment était pour le cerveau, et Alain qui était dans un mode beaucoup plus platonicien. Donc pour moi, ça montre qu'il y a vraiment des matheux qui ne pensent pas aux maths de la même manière. Pour moi, et je ne suis heureusement pas tout à fait le seul, c'est une construction du cerveau et c'est notre mode d'appréhension d'un certain nombre de phénomènes et en particulier des sciences et des technologies dès lors que l'on s'efforce de quantifier les phénomènes. De ce point de vue-là, les mathématiques appartiennent à tous, n'appartiennent pas aux mathématiciens. Okay ? Les mathématiciens la développent, etc., etc. C'est aussi, ça c'est mon point de vue. Oui, je voulais rajouter quelque chose là-dessus, cela m'échappe. Oui, les mathématiques sont une science, il y a eu de longs débats, je ne vais pas du tout rentrer là-dedans. Pour moi, je crois que de nos jours, il n'y a pas photo, comme on dit vulgairement, pourvu des expériences mentales comme en économie théorique, mais également d'expériences pratiques, concrètes, entre guillemets, en fait virtuelles, via tout le développement du numérique. C'est donc une science, mais c'est aussi un langage. Et c'est un langage qui s'écrit avec des notations. Et ça, tous ces points sont extrêmement importants de mon point de vue, je répète. Notation. Les notations en maths sont absolument cruciales. Peut-être encore même plus cruciales qu'en musique, parce qu'on peut faire de la musique sans notation. Faire des maths sans notation, ce n'est pas possible. Donc, langage, écrit, notation. Bon, peut-être une anecdote, parce que sinon on reste dans les platitudes générales. Leibniz, grand monsieur de la connaissance humaine, de la culture, Leibniz, on le dit souvent, invente le calcul différentiel. Bon, il a des débats extrêmement violents avec Newton, qui écrit F égale m gamma, mais n'a aucune idée de ce qu'est l'accélération. Newton a des idées de flux, il parle de fluxon, mais il ne sait pas ce que c'est une dérivée. Ce n'est pas de sa faute, hein, personne ne savait ce que c'était. Et quand on dit f égale m gamma, on a besoin de l'accélération, ce qui est donc la dérivée seconde en temps. Donc on ne sait même pas ce que c'est la dérivée première. Bon, Leibniz invente le calcul différentiel. Non, ce n'est pas vrai. Mais il invente les notations du calcul différentiel. Le calcul différentiel sera précisé, organisé dans les années qui suivront, les décennies qui suivront, voire le siècle qui suivra.
Donc, l'importance des notations, science et langage, donc je ne sais pas si c'est quelque chose d'exceptionnel, mais cela ne me paraît pas tout à fait banal. Et science qui peut être pratiquée par des mathématiciens dans une logique de développement des mathématiques, mais qui est aussi un outil qui peut être utilisé par tous, de l'ingénieur à l'économiste, en passant par le physicien, etc. Ce qui explique qu'à nombre d'endroits, dans le monde, bien dans certains cours de physique, dans certains cours d'économie, des physiciens ou des économistes préfèrent faire les cours de maths pour leurs étudiants plutôt que de les confier à des mathématiciens. Parce que, sous-entendu, nous, on sait les maths qui sont utiles pour nous. D'accord ? Donc, c'est bien montré que les maths, ça appartient à tous. Donc, en résumé, j'insiste sur le pluriel pour me situer, cette construction de l'esprit, des mathématiques ouvertes sur tous, et sur tous les sujets, et cette dualité science-langage avec notation. Bien. Quelques éléments donc personnels. J'en arrive au pourquoi. Il y a un pourquoi et un comment. Alors, en ce qui concerne le pourquoi, et si j'ai mis en 2018, c'est peut-être pour insister sur des raisons supplémentaires ou des raisons nouvelles de faire des maths au jour d'aujourd'hui. Puisque les raisons qui étaient valables il y a 1 siècle, 2 siècles, 50 ans ou 10 ans sont absolument toujours valables. Mais se passe-t-il depuis quelque temps quelque chose qui fait qu'il y a encore plus de raisons de faire ou de se servir de mathématiques? Et la réponse est évidente. Bien sûr. D'une certaine manière, les mathématiciens d'aujourd'hui ont la chance de vivre un bouleversement complet. C'est une tarte à la crème, c'est l'apparition du tout, j'ai horreur de digital, ça ne veut rien dire, du tout numérique. Cette apparition du tout numérique fait qu'il y a des maths partout. C'était déjà pas simplement le cas, mais il y a des maths absolument partout. Bon, heureusement, je vous rassure, il n'y a pas des mathématiciens partout. Sinon, la vie serait dure. Hein. Donc, il y a des maths partout. Mais une remarque que j'aurais pu faire d'ailleurs au préalable, mais elle me paraît raisonnable ici, bien entendu, bien sûr, les mathématiciens, en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent que les mathématiques ne sont fort heureusement pas l'unique voie d'accès à la connaissance. Hein. Qu'on soit bien clair là-dessus. C'est une évidence, mais encore convient-il de le rappeler. Donc, société qui devient numérique, vie qui devient numérique, de plus en plus numérique, et donc des problèmes de maths qui apparaissent de tous les côtés. De tous les côtés. Alors, parfois, les frontières sont floues entre mathématiques et d'autres disciplines. Bien évidemment, la discipline cousine germaine, voire petite sœur, qui est l'informatique, qui, elle, a un singulier. On devrait parler des sciences informatiques, ça serait beaucoup plus précis. Ça se dit parfois. Donc, les mathématiques et l'informatique, très voisines, des formations quasi communes pour la plupart des chercheurs. Donc, où s'arrêtent les mathématiques, où commence l'informatique, personne ne peut le définir. Vous avez tous entendu parler, il y a eu une journée. On est entre nous, je vais quand même faire un commentaire que j'ai trouvé personnellement grotesque sur l'intelligence artificielle au Collège de France. Ça sera diffusé partout, je m'en fous, avec le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'économie et tutti quanti. Tout ça sur un sujet totalement à la mode, dont les techniques sont essentiellement connues depuis 40 ans, et simplement on a fait quelques petits progrès, tout petits, quelques petits progrès parce que la puissance informatique s'est énormément développée. Bon, je vais pas dériver sur le deep learning, mais Dieu sait si ça me démange. Donc, néanmoins, quand on parle de la manipulation des données, c'est un vrai problème.
Cela pose des problèmes éthiques, juridiques, dont on a souvent parlé avec Pierre Michel. Mais si on met provisoirement ces problèmes de côté, et on ne peut pas les oublier, ils sont absolument colossaux. On ne peut pas se contenter d'inviter Google et Facebook au Collège de France avec les plus hautes autorités de l'État, le tout organisé par McKinsey, et oublier ces points-là. Bien. Enfin, ils n'ont pas été oubliés lors de la journée, mais on doit y penser. De ce point de vue-là, des mathématiques ouvertes, parenthèse dans la parenthèse, des mathématiques ouvertes sur le monde, ça entraîne des responsabilités. Il y a des problèmes éthiques qui se posent. Je vous signale deux petits bouquins. Un petit bouquin de mon collègue et ami Jean Maouin, qui a un esprit et un humour décapant. Académicien belge, Jean Maouin a écrit un petit livre qui s'appelle « Les modèles mathématiques sont-ils des modèles à suivre ?» Et au-delà de l'ironie, c'est un très bon petit bouquin qui, effectivement, réfléchit aussi à la nature des mathématiques et bien mieux que je ne le fais à l'instant. Après, il y a un livre qui est pratiquement un best-seller justement ces aspects de responsabilité des mathématiques, qui s'appelle « Weapons of Mass Destruction ». Donc, masse comme maths, pas comme le sinistre WMD. Donc, Weapons of Mass Destruction. Donc, ça, je ne vais pas développer ce point, mais évidemment, les mathématiciens qui se préoccupent d'application doivent réfléchir à ça. Je reviens en arrière, dans ma parenthèse, je donnais l'exemple, effectivement, des manipulations de données. Eh bien, il y a des algorithmes, ces algorithmes relèvent des maths, de l'info, des statistiques, peu importe. Vous avez des maths partout. De toute façon, je ne sais pas, un certain nombre d'entre vous sont venus en voiture ou en bus, c'est la même chose. Et j'aimerais juste en quelques secondes vous citer toutes les parties d'une voiture où il y a des maths. Toutes, je vais en oublier. Donc, il y en a évidemment dans le moteur, dans la combustion. Il y en a dans le pilotage de la combustion et les gaz d'échappement. Il y en a pour la sécurité, les crash tests. Tous les crash tests, 90% des crash tests sont numériques maintenant. Il y en a dans les pneumatiques, il y en a dans les suspensions, il y en a dans l'aération, dans la ventilation de la voiture. Il y en a bien sûr pour l'aérodynamique, mais il y en a pour l'acoustique, le bruit du roulage, le bruit que fait le rétroviseur. Il y en a dans le déploiement de l'airbag. Le problème d'une complexité effroyable. Il y en a dans tout ce qui est électromagnétisme dans la voiture. Ça devient de plus en plus un centre communicant. De toute façon, il y a 3 à 4 kilomètres de câbles électriques dans une voiture. Donc, tout ça, ça crée des champs électromagnétiques, des problèmes de compatibilité, etc., etc. Donc, il y a des maths absolument partout. Est-ce que ça veut dire que tous ces problèmes-là ont été étudiés par des chercheurs en mathématiques? Non, bien sûr. Des ingénieurs utilisent des outils mathématiques et parfois font appel à des mathématiciens pour les problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre avec des outils standards. Moi, j'ai un peu regardé le problème de l'airbag, justement, parce que c'était quand même particulièrement rigolo. Bien. Donc, des maths, il y en a partout, très variés, ça apparaît partout. Alors, tu m'as fait le plaisir, on adore parler de ces enfants, hein, vous le savez bien. Et quand on crée une théorie mathématique, c'est un peu comme faire un enfant. Et ça doit être vrai pour beaucoup de domaines d'activité intellectuelle, mais en tout cas, c'est un peu le cas en maths. Et donc, tu as cité dans ton introduction que le bonhomme qui va parler là, a inventé, a introduit la théorie des jeux à champ moyen. Juste pour vous donner un exemple d'application. La théorie des jeux à champ moyen, c'est un bazar, c'est la théorie des jeux, mais au lieu d'avoir un nombre fini de joueurs, vous avez un très grand nombre de joueurs. Donc c'est de la modélisation mathématique, on crée des nouveaux modèles mathématiques, des nouvelles équations.
pour essayer d'aborder des situations où il y a énormément de joueurs, beaucoup de joueurs. Alors évidemment, c'est l'économie, vous pensez l'économie d'un pays, tous les citoyens, tous les contribuables sont en ce sens des joueurs. Mais ça a été appliqué bien au-delà de l'économie. Ça commence à être appliqué dans les réseaux de télécommunications parce qu'il y a partout des gens avec leur téléphone portable, donc c'est une antenne, et puis les gens qui sont autour de l'antenne. Ça a été utilisé aux États-Unis pour des flottes de véhicules autonomes. Ça a été utilisé au Portugal pour des flottes, des systèmes de capteurs marins pour la pêche. Ça a été utilisé pour les plans d'évacuation d'un étage de cette immense tour à Abu Dhabi, etc., etc., etc. Donc, ça c'est un aspect. Des mathématiques, il y en a partout. C'est des domaines qui peuvent comprendre l'évacuation de la foule. C'est quoi comme domaine? Si on doit le mettre dans des cases, j'en sais rien. Des mouvements de foule, oui, il y a des aspects, on peut dire que dans les mouvements de panique, il n'y a pas que des maths, mais ce sont des domaines nouveaux et on pourrait multiplier les exemples comme ceci. Donc des domaines nouveaux, si on est un peu curieux, si on est un mathématicien curieux, il y a des opportunités de tous les côtés. Après, traiter à fond une application, c'est difficile, ça prend du temps, j'ai déjà parlé d'humilité, ça prend du temps avant de faire éventuellement, si on a de la chance, quelque chose de pertinent. Donc le pourquoi, c'est, pour paraphraser un dessinateur célèbre, on vit une époque formidable, surtout si on est mathématicien. Et de ce point de vue-là, les sujets nouveaux qui apparaissent sont absolument étonnants. Je ne vous cacherai pas que les mathématiques, les sujets se prolifèrent beaucoup plus vite que le système académique lui-même ne le comprend. Donc ça, il y a des petits problèmes de déphasage. Les maths avancent beaucoup plus vite que le système mathématique le conçoit. Le système mathématique, j'ai basculé de système académique à système mathématique. Et j'en arrive en fait assez naturellement, ce lapsus m'amène assez naturellement à la dernière partie, c'est-à-dire à savoir le comment. Alors le comment, je ne vais pas vous expliquer comment un matheux bosse, j'ai envie de dire comme tout le monde, mais je vais plutôt insister sur ce qui change. Et les choses ont énormément changé. J'ai un certain âge, bientôt 62, j'ai écrit mon premier article, j'avais pas encore 21 ans, donc ça fait quand même un paquet d'années que je traîne dans les maths. En plus, d'une certaine manière, je suis né dans les maths, puisque mon père était matheux. Donc les mathématiciens, mon père était un élève de Laurent Schwartz, il fut prof au Collège de France, donc j'étais quand même dans le milieu, hein, tout bébé. Je me rappelle de vacances passées avec Laurent Schwartz, etc. Donc tous ces grands noms, je les voyais défiler à la maison, et pas forcément dans leur meilleure disposition. Bourré, enfin bon, bref, je passe sur des détails, je ne parle pas de Laurent Schwartz, mais donc on a du coup un certain recul hein, quand on est né là-dedans et qu'on exerce le métier aussi longtemps. Néanmoins, les choses ont énormément changé, parce qu'avant, il y avait des revues qu'on lisait, il y avait des articles qu'on lisait, ça c'est fini. Les revues ne servent plus à la communication scientifique. Elles servent à l'évaluation. Elles servent à faire une liste de publications. Elles servent à essayer d'obtenir des promotions ou un poste. L'idée qu'en mathématiques, un journal, un article publié dans un journal permet la communication, permet à d'autres d'apprendre les idées qui y sont contenues, est totalement périmée. La communication se passe comment, alors? Elle se passe en amont.
Elle se passe sous la forme de préprints qui sont sur des serveurs d'archives, qui, dès qu'ils sont finis, sont mis sur ces serveurs d'archives, et les gens prennent l'habitude de consulter ces serveurs et de voir les préprints qui les intéressent. La publication en elle-même, quand c'est publié, c'est déjà vieux. Donc, bon, je passe sur les aspects économiques, je passe sur les aspects du rôle des éditeurs. Il y a énormément de choses à dire, mais fondamentalement, c'est bon quand même de se rendre compte que les journaux ne servent, en maths en tout cas, ne généralisons pas, ne servent plus qu'à l'évaluation. Okay. Communication se fait aussi dans les congrès, il y a énormément de congrès. Vous pourriez dire, ah ouais, c'est les matheux, adorent voyager. C'est pas faux, comme tout le monde. Mais c'est vrai aussi qu'une explication orale d'un résultat mathématique, c'est 100 fois mieux que de lire un article. Lire un article en mathématiques, c'est extrêmement dur. C'est probablement vrai dans de nombreuses disciplines, mais je vous assure qu'en maths, c'est lire un article un temps soit peu conséquent, ça peut être un mois à plein temps. Donc on ne va pas faire. On va le faire par petits bouts, etc. Les articles les plus... Tu citais Andrew Wiles, qui, si je te permets une petite précision, n'aurait jamais pu complètement démontrer. On oublie quand même que pour le sprint final, il a eu besoin d'un collaborateur qui a permis notamment de finir la démonstration, mais aussi de corriger les erreurs, et je reviendrai sur cette notion d'erreur et de rigueur, les erreurs qui se trouvaient dans la première version. Il a fallu à peu près 1 an pour vérifier, grenier, oui. Hein, pour la première version. Donc, quand il s'agit de résultats particulièrement importants, c'est relu attentivement. Quand c'est important sans être très important, c'est lu par la communauté. Donc, on sait, la communauté des experts sait que c'est correct. Les référés pour les journaux, ça ne sert presque plus à rien. Il y a peut-être 10% des référés qui ont le temps de lire un article. Dans les 41 ans dont je passais, je dirais que dans l'activité mathématique, si je prends n'importe quelle activité, le temps moyen consacré à cette activité a été divisé par 3. Tout s'est énormément accéléré. Donc, oui, les référés n'ont pas le temps, n'ont pas souvent même la patience de lire un article dans le détail pour le vérifier. Donc le fait qu'un article soit publié ne signifie en rien qu'il est correct. D'où vient donc la notion de rigueur? Ça, je préciserai ce point. On est donc dans cette situation où le nombre de mathématiciens a explosé, le nombre de sujets mathématiques a explosé, et on n'est pas franchement sorti d'un système qui était valable lorsqu'il y avait 4 professeurs à Heidelberg, 3 professeurs de mathématiques à la Sorbonne, etc. D'accord? Donc là, il y a un véritable enjeu. Bon, personnellement, j'ai fait des propositions en ce sens pour changer complètement les règles du jeu, le système. Ça a été débattu à Bruxelles, mais je pense qu'il n'en sortira jamais rien. Mais fondamentalement, les matheux, c'est quoi? C'est une communauté. Et la vérification d'un résultat se fait fondamentalement par consensus, plus du tout par lecture isolée d'un référé. Donc ça, si on conserve cela en tête, on peut imaginer des systèmes dans lesquels les revues ne servent absolument plus à rien. Pour l'évaluation, il faudrait en reparler. Mais ce sont des propositions un peu radicales qui choquent beaucoup, y compris de mathématiciens, parce que dans le même ordre d'idée, il faut supprimer tous les grands prix, les médailles Fields, etc. L'évaluation s'écroule. Personne ne sait rien en maths. Donc comment vous l'évaluez? Donc on donne à un Gugus, ou une Gugus, j'espère, le plus souvent possible, mais enfin, tant que ça existe, la médaille Fields, qu'est-ce que ça veut dire? Rien.
Bon, il a bien bossé, c'est un prix d'encouragement, c'est moins de 40 ans. Donc il y a deux choses l'une. Ou bien les mathématiciens prennent leur retraite à 40 ans, ou bien ils sont plus capables de faire quoi que ce soit à 40 ans. Alors, je ne vois pas pourquoi on les paye jusqu'à 65 ans, c'est pire que la SNCF. Là. Donc, ou bien c'est un prix d'encouragement. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont héritées du passé et qui n'ont plus de sens de nos jours. Les publications dans les journaux, je suis assez violent là-dessus, en sont une, puisque ça ne sert plus à la communication. Alors, la rigueur, et je conclurai là-dessus. La rigueur, je pense qu'un certain nombre de points que je me contente d'effleurer, de massacrer, seront abordés en détail plus tard dans la journée. Mais les questions de rigueur et de précision, ça c'est un point, tout d'abord historiquement, c'est un phénomène assez récent. Quand Euler s'adresse à d'Alembert, d'Alembert se pose une question sur l'équation des ondes en dimension 1, observe que toute solution d'équation des ondes est la superposition de deux ondes, une onde se déplacera vers la droite et une onde se déplaçant vers la gauche à vitesse constante. Une onde, c'est, disons, un profil qui bouge à vitesse constante, et il se pose la question de qu'est-ce qu'il faut sur ces profils pour qu'on ait le droit de dire que c'est une solution de l'équation, parce qu'il y a des dérivés partout, etc. Donc, point de vue un peu technique. Bien qu'il y ait deux dérivés, d'Alembert dit on n'a besoin que d'une seule dérivée. Et Euler lui écrit en disant non, on devrait permettre n'importe quel profil que la main peut tracer. Alors, vous vous sentez bien. Alors, d'abord, Euler avait raison, bien sûr. Si on traduit ça par continu, on peut faire un peu moins continu, mais c'est déjà ça. Euler avait raison, mais on peut guère dire que c'est précis ou rigoureux. Donc, cette notion n'est pas si ancienne que ça. Donc, en particulier au XXe siècle, la rigueur, la précision des énoncés, c'est répandu. Et vérification par les pairs des assertions. Mais le plus souvent, des erreurs, tout le monde en fait. Tous les mathématiciens font des erreurs. Enfin, tout le monde fait des erreurs, mais les mathématiciens en particulier. Donc, faire des erreurs, ce n'est pas grave, si on les reconnaît. Ou si on les corrige. D'accord ? Et ça, c'est un point de vue extrêmement important pour les maths, parce que si on n'a plus ça, tout s'effondre en maths. C'est-à-dire, les résultats, ils sont vrais ou ils sont faux. Bon, certains rajoutent la catégorie « même pas faux », pour dire que ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais, mais là, on rentre sur un jugement qualitatif. Mais c'est vrai ou faux. Donc, la question des erreurs se pose de manière extrêmement naturelle. Pour conclure, je dirais que la plupart des erreurs sont détectées par les auteurs. Souvent, en réfléchissant à leurs résultats, en prenant du recul, ou en interagissant avec d'autres, et tout à coup, une petite voix se dit « mais au fait, pourquoi c'est vrai ça ?» Ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Bon, on corrige vite. Si on n'est pas capable de corriger, on le dit. Et ça, c'est absolument crucial du point de vue mathématique, d'autant plus que la lecture, et je reviens à « on ne sait presque rien en maths », de par cette dissémination de la connaissance mathématique, cette autocensure devient encore plus importante. Je suis moyennement rassuré sur ce qui va se passer dans la communauté mathématique à ce sujet, puisque je vois malheureusement dans d'autres disciplines des pratiques qui me font froid dans le dos, et j'ai peur de ce qui pourrait se passer en mathématiques. Pour l'instant, la communauté des mathématiciens résiste et, en gros, fait un assez beau boulot d'autocensure,
d'élimination et de reconnaissance des erreurs. Donc je voulais vous dire que c'est une période faste, mais cette explosion entraîne aussi à des conséquences qui sont difficiles à gérer, des conséquences en organisation. J'aurais pu aussi évoquer que les difficultés des carrières, j'ai horreur du mot carrière, mais pour des jeunes chercheurs qui vont sur des domaines interfaces, etc., etc. Donc il y a effectivement énormément d'opportunités, mais aussi une manière de travailler qui évolue énormément et qui présente un certain nombre de dangers. L'avenir nous dira ce qu'il va advenir de cette communauté qui intrigue tant. Je ne suis pas sûr qu'elle intrigue tant, elle t'intrigue toi. Oui, oui. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup de votre patience et de votre attention.